Merci Thomas. Donc le débat est ouvert avec la salle. J'aurais peut-être une question pour Maximilien. J'ai rencontré juste une décision voilà, sur ces questions d'acteurs privés, acteurs publics de la CNIL, sur la décision, c'est Monsanto cet été. Est-ce qu'il l'a vu passer ou est-ce qu'il peut nous en parler plus précisément, où ils ont sanctionné l'entreprise Monsanto pour avoir fait un fichage d'une cartographie des acteurs pour des logiques de lobbying. C'est simplement, voilà, si Maximilien, tu l'as vu passer ou pas, moi j'aurais voulu avoir peut-être ton diagnostic. Entendu parler dans le détail justement sur la question du lobbying et de cette cartographie des différents acteurs. Peut-être une question pour Thomas. Ce serait pour savoir, parce que Linky, on en a beaucoup parlé à un certain moment, surtout vers les dernières années de ta thèse. Et est-ce qu'il y a encore cette controverse, est-ce que le débat sur Linky survit? Est-ce qu'il est encore là? Voilà, merci. Alors, concrètement, ce qui est assez intéressant sur cette controverse, c'est donc, elle est, comme j'ai expliqué, elle est issue de l'unification d'un certain nombre de causes qui préexistaient. Donc, en particulier, elle a commencé à être problématisée dès l'expérimentation par les associations de défense des électro-hypersensibles. Ce sont eux qui ont fait le premier travail de mise en controverse, en fait, de problématisation, en tout cas, des compteurs, qui ont commencé à regarder, à soulever, à alimenter plusieurs pistes de controverse sur la question des données, sur la question des feux, sur la question du prix du compteur, etc. Donc ça a gonflé, la mise en œuvre étant, donc le lancement de la mise en œuvre étant l'apogée de cette contestation. Et progressivement, cette controverse a affecté notamment le traitement médiatique qui a été fait des compteurs Linky. Et aujourd'hui, moi, ce que je tends à observer, c'est que la controverse dans les réseaux militants a eu tendance à s'effondrer un peu, et notamment, elle a été alimentée par d'autres enjeux, et la 5G a eu un effet très fort sur la cause anti-Linky. Vraiment, ça a complètement pris toute la place du débat autour de Linky. Par contre, moi, je continue à suivre le traitement médiatique qui est fait, les articles qui suivent encore, parce qu'il y a eu des actions de justice qui ont été mises en place, tout ça. Et je continue à voir que finalement, ceux qui continuent à émettre le plus de doutes autour des compteurs Linky, c'est finalement certains journaux quotidiens locaux. Donc voilà. Mais globalement, sinon, au niveau militant, ça s'est un peu calmé. Merci. J'ai deux questions, une pour Lucie, pardon. Est-ce que tu pourras revenir sur l'affaire que tu as citée de la Cour suprême américaine concernant j'ai pas entendu le nom. J'essaie d'en savoir plus. Et puis j'ai une question pour Maximilien. Le cas français de French Health Data Hub, c'est quand même absolument invraisemblable, quoi. Est-ce que ça a été donc une négociation entre le ministère de la Santé publique avec Microsoft? Est-ce que tu peux revenir sur les détails de comment ça s'est passé et le fait que la CNIL n'avait rien à dire? Je crois que tu fais référence, j'en ai cité deux en fait de décisions américaines, mais c'est celle sur Compass et sur l'algorithme qui est utilisé dans le cadre de la procédure pénale, c'est ça? Ouais, ça c'est celui de la Cour suprême du Wisconsin. Alors, l'arrêt, il s'appelle State versus Loomis, et en fait c'est un algorithme qui est utilisé par beaucoup de juridictions américaines pour calculer le risque de récidive des détenus et donc de décider ou pas de leur libération, en fait. Alors, moi, ce que j'ai soulevé là dans mon propos, c'était le fait que c'est une société privée, en fait, qui a conçu le code, l'algorithme en question. Et du coup, au moment où le détenu Loomis a voulu contester donc, le mauvais score qu'il avait eu et du coup, il est resté en prison, au moment où il l'a contesté, eh bien, la société Northpoint n'a pas voulu transmettre le code,
sous couvert du secret industriel. Et le juge a considéré que c'était justifié et que de toute manière, les juges s'étaient fondés sur d'autres éléments, pas seulement sur cet algorithme, mais sur d'autres éléments, que, in fine, c'est toujours le juge qui prend la décision et pas l'algorithme, alors qu'on sait très bien qu'en réalité, le juge suit quasiment systématiquement l'algorithme, précisément parce que quel juge, concrètement, irait à l'encontre de la rationalité algorithmique qui lui propose une solution et qui pourrait se retourner contre lui si elle en prenait une inverse. Voilà, c'est ça en fait la question. Donc, les juges suivent concrètement la solution proposée par l'algorithme. Et pour autant, en tout cas, la Cour suprême du Wisconsin a jugé que les juges étaient maîtres de la décision au final, que l'algorithme n'était qu'une aide à la décision et que par conséquent, il n'y avait pas de violation du droit à un procès équitable. Voilà, c'est ça. Il y a plusieurs enjeux dans cette décision qui sont intéressants, et il y a notamment celle du fait que le code est détenu par une personne privée et que le code est en réalité, l'algorithme n'est la solution, dit le juge, n'a pas à être suivie, elle n'est pas obligatoire. C'est tout le statut de l'algorithme en fait qui se pose, hein. Parce qu'au-delà de Compass, la vraie problématique, c'est est-ce que finalement, même pour les décisions administratives en France, la question qui se pose, c'est est-ce que finalement l'autorité administrative n'a pas perdu le pouvoir sur la décision, dès lors qu'on suit systématiquement, dès lors que c'est une décision automatisée, quel est encore le rôle de l'humain en fait? C'est ça la question. Alors, pour revenir sur l'affaire Health Data Hub, c'est assez marrant parce que c'est une affaire qui, je pense, sans une conjonction de certains éléments, serait presque passée, non pas inaperçue, mais aurait fait quand même vraiment moins de bruit. Alors, je n'ai pas les détails du contrat à l'origine qui a été conclu entre Microsoft et le groupement d'intérêt public, hein, puisque c'est ça à la base, le Health Data Hub. Mais en fait, c'est surtout dans le contexte, cet accord intervient d'un côté après, enfin, il a été critiqué après l'invalidation du Privacy Shield, qui était l'accord qui entourait, qui permettait le transfert de données entre l'Europe et les États-Unis. Et en même temps, avec, donc c'était l'arrêt Schrems 2 ou 3, en fonction de combien on considère qu'il y a d'arrêt Schrems. Et de l'autre côté, ça intervient aussi après l'adoption aux États-Unis du Cloud Act, qui permet un petit peu en réponse au RGPD, aux autorités américaines d'accéder aux données des sociétés américaines, peu importe en gros où elles opèrent. Donc, sans ces deux éléments, en fait, le fait qu'un groupement d'intérêt public conclue avec un contrat avec Microsoft, certes, ça a été critiqué. On s'est demandé, oui, mais pourquoi? Ça veut dire… En fait, c'était assez révélateur parce que ça montrait qu'on n'avait pas encore, en Europe, on a beaucoup parlé de la notion de cloud souverain. Et ça montrait qu'on avait encore certaines lacunes là-dessus. Mais je pense que vraiment, sans l'invalidation du Privacy Shield et l'adoption du Cloud Act, je pense que le fait que le contrat soit conclu avec Microsoft serait mieux passé, en tout cas. Ce qui était assez intéressant d'ailleurs, c'était que là, sur cette affaire, le Conseil d'État statuait en référé et que le Conseil d'État statuant en référé s'est fait le juge de l'avenant au contrat entre Microsoft et un groupement d'intérêt public, ce qui était quand même assez inédit aussi au passage. Mais ce qu'il faut aussi dans le second niveau de secret, il y a un second niveau de secret, c'est que le contrat n'est pas public non plus. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Il n'y a pas eu d'appel d'offres, etc. J'ai essayé de l'avoir auprès de Jean-Baptiste Souffron qui défend la Quadrature du Net dans cette affaire. Et même lui n'a pas voulu, puisque les avocats n'ont pas envie de divulguer non plus leurs informations. Et donc, au final, la société civile n'a aucun input sur ce type d'actes qui, en fait, sont extrêmement politiques. Lucie, oui, bonjour et merci pour vos interventions
Vraiment très riche. Lucie, j'aurais juste une petite question qui fait suite à ta réponse. C'est dans quelle mesure et jusqu'où en fait l'humain est-il absent en fait, du processus normatif des décisions administratives utilisant l'IA, et dans quelle mesure on pourrait parler non plus seulement d'une déshumanisation de la production normative que d'une ahumanisation en fait, de cette production normative, c'est-à-dire de l'absence, de l'exclusion, en fait, de l'impossibilité de la présence de l'humain en fait, dans ce processus normatif. Non, mais toi, carrément. Oui. Je crois qu'il y a deux éléments, en fait, selon les types d'algorithmes utilisés. Quand on prend un algorithme classique, mais qui conduit à une décision qui est totalement automatisée. Par exemple, Parcoursup. La décision est automatisée. Voilà. Il y a un humain qui réintervient en aval, c'est la commission pédagogique. Donc, il y a un humain en amont qui paramètre et un humain en aval. Le processus lui-même de sélection, de tri, c'est un algorithme. D'accord? Donc là, en gros, il y a en amont, en aval, mais rien au milieu, si je peux vraiment schématiser. Donc ça, c'est les algorithmes classiques, c'est-à-dire qu'ils sont complètement prédéfinis, prédéterminés, leur fonctionnement est complètement paramétré par l'humain et leur fonctionnement est bien maîtrisé par l'humain. Mais si on prend d'autres types d'algorithmes dont j'ai parlé, les algorithmes auto-apprenants, ce sont des algorithmes qui sont alimentés et qui fonctionnent par des données et par des corrélations de données très complexes. Et là, les concepteurs eux-mêmes ne peuvent pas expliquer le fonctionnement de ces algorithmes. Alors là, dans ce cadre-là, je pense par exemple à un des algorithmes fiscaux dont j'ai parlé. Là, l'humain n'apparaît plus en fait. L'humain réapparaît uniquement parce qu'on détermine que c'est quand même à l'agent de l'administration fiscale qu'il appartient de décider s'il va contrôler ou pas la personne qui entre dans le profil type du fraudeur. Donc, les juridictions ont considéré qu'il y avait quand même un contrôle humain. Mais à mon avis, c'est extrêmement contestable. Hein, cette position est à mon avis extrêmement contestable et moi, je ne crois pas qu'il y ait de contrôle. Voilà. Oui, ma question s'inscrit dans la continuité du débat que vous avez là et je suis ravie que Primavera soit revenue parce qu'elle s'adresse, en fait, je pense, à vous deux, Lucie et Primavera. Il y a une dimension à laquelle Primavera a fait allusion à la toute fin de son intervention, mais que vous traitez assez peu. Alors, c'est aussi parce que c'est sans doute un regard de juriste et forcément, je vais avoir, moi, plus un questionnement de politiste. Mais tu parles, Lucie, de la présence de l'humain ou de la non-présence de l'humain. Mais au-delà de l'humain, il y a des groupes sociaux, il y a des groupes professionnels. Et j'ai envie de poser la question de la reconfiguration ou de la re-hiérarchisation de l'influence ou du pouvoir des différents groupes sociaux qui composent une société face à ces algorithmes. Parce que la question, ce n'est pas seulement l'opposition entre les machines et l'humanité, mais c'est aussi la question de qui, au sein de l'humanité, pour reprendre vos termes, est capable de maîtriser plus ou moins ces outils. Et même dans le cas des algorithmes non apprenants, on voit très bien dans le cas des algorithmes auto-apprenants comment il peut y avoir, comment effectivement la maîtrise des humains en général peut être totalement affaiblie. Mais même dans le cas d'un algorithme qui est censé, en théorie, être maîtrisé par les humains, on voit bien, et on a tous participé à Parcoursup, enfin, en tout cas tous ceux qui sont des universitaires dans la pièce, sans doute de près ou de loin, ont eu affaire à cet algorithme, en fonction des compétences qu'on a, en fonction de la formation initiale qu'on a, on est plus ou moins capable de décoder ce que signifient les algorithmes, ce qu'emporte la constitution d'un code. Ce ne sont pas les mêmes qui paramètrent les algorithmes que ceux qui prennent les décisions à la fin. Ceux qui prennent les décisions
le font, puisqu'il s'agit de commissions pédagogiques, en vertu de compétences liées à un métier ou à une profession, qui est celle d'enseignant notamment, ou de responsable administratif dans une université, ce qui paramètre l'algorithme. Personnellement, moi, je ne sais toujours pas qui paramètre l'algorithme de Parcoursup à Paris 2, enfin concrètement, et en vertu de quel savoir, en vertu de quelles compétences. Et c'est vrai que c'est vraiment une question que je me pose, c'est la question du réagencement des rapports sociaux entre différents groupes entre différents groupes sociaux et de la redistribution du pouvoir entre ces groupes sociaux qu'engendre l'utilisation des algorithmes. Ouais, je peux essayer de répondre. En fait, je pense pas qu'il y ait une réponse unique pour les différentes technologies. Je pense que quand on parle des systèmes experts, donc des algorithmes non apprenants, c'est souvent des développeurs, en fait, mais c'est des développeurs qui, a priori, sont quand même un petit peu accompagnés par des juristes ou par des gens qui comprennent un petit peu le droit. Et en fait, il y a ce travail très complexe qui est la traduction, la transposition de certaines règles qui sont exprimées dans un langage naturel, dans un langage informatique qui, par sa propre définition, même si c'était des juristes, les juristes ne comprendraient pas exactement comment le traduire dans un langage informatique. Si c'est que des développeurs, ils ne comprennent pas nécessairement comment bien interpréter les règles. Et je pense que le problème fondamental, c'est donc on peut résoudre ce problème en combinant des juristes avec des développeurs et les faire travailler ensemble pour créer ces systèmes. Le problème fondamental, c'est juste que ces systèmes sont beaucoup plus simples dans leur implémentation et il y a plein de règles qui pourraient avoir des interprétations multiples. Et en fait, on va toujours devoir en choisir une. Et donc, on perd toute la possibilité, donc l'appréciation du juge qui va décliner les différentes interprétations possibles selon d'un cas d'espèce. Tout ça, c'est perdu parce qu'on va interpréter la règle à l'avance dans un domaine abstrait qui n'est pas attaché à un cas d'espèce. Et donc, par définition, on va perdre beaucoup de la flexibilité. Et donc, la portée de ces règles devient beaucoup plus stricte. Donc, ça, c'est dans le contexte des systèmes experts mais je pense que c'est le moins problématique parce que, en tout cas, si c'est bien conçu, il y a quand même cette collaboration entre des juristes et des développeurs. Est-ce que cette collaboration fonctionne bien ou pas? C'est un autre problème. En tout cas, en théorie, c'est possible d'arriver à un mélange suffisamment, une variété suffisamment d'expertise qui vont réussir à faire au mieux, en tout cas dans l'implémentation. Dans les systèmes de machine learning, c'est beaucoup plus problématique parce que, oui, bien sûr, on ne va pas éliminer complètement l'humain du système, mais en fait, cet humain, c'est vraiment uniquement, dans ce cas, c'est un développeur. C'est une personne qui va collecter des données, ou c'est un data scientist. C'est une personne qui va récupérer, sélectionner, traiter des données qu'il va ensuite alimenter au système. Mais les règles du système, c'est ni des juristes ni des développeurs. C'est ce qui est issu des données. Donc, en fait, le data scientist, d'un coup, devient fondamental. Mais le data scientist, il ne peut même pas expliquer parce qu'il ne sait pas, il ne peut pas collaborer avec un juriste parce qu'on sait pas que parce qu'on ne peut pas penser, nous, en tant qu'humain ou data scientist, qu'en sélectionnant ces données, ça va créer ces règles. Donc, c'est juste le data science va faire au mieux pour prendre des données propres. Mais le juriste ne peut pas intervenir, ne peut pas aider dans la construction de ces systèmes. Et par contre, on peut utiliser des juristes a posteriori, donc de faire une forme de benchmarking, d'essayer de tester avec des données, de voir les résultats et de voir si les résultats sont bons ou pas. Et dans ce cas, essayer de remodifier ou faire reapprendre le système jusqu'à qu'on obtienne des bons résultats, mais on ne comprend jamais ce qui se passe à l'intérieur. On ne peut que regarder les données en entrée et les données en sortie. Et ensuite, par contre, la blockchain, qui a un discours complètement différent. Il y a toujours la question, pas tout à fait différent, parce que la question de la formalisation du code dans le système informatique, c'est assez semblable à la problématique des systèmes experts. C'est-à-dire qu'on va codifier des règles et ensuite, on va idéalement impliquer aussi bien des juristes que des développeurs pour essayer de créer les règles qui sont les plus adaptées
tout en ayant les mêmes limitations que le système expert. La différence, c'est qu'à différence des systèmes experts et des systèmes auto-apprenants qui peuvent évoluer, qu'on peut améliorer, que si on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on peut intervenir. Dans un système blockchain, on ne peut plus intervenir. C'est-à-dire que dans ce cas, ce qui se passe au début, cette collaboration entre les juristes et les développeurs qui vont créer le système, et souvent, en fait, en pratique, très souvent, le juriste n'existe pas dans ce cas-là. Donc, à différence des systèmes experts où on est quand même beaucoup plus habitué à avoir cette forme de collaboration, dans les systèmes blockchain, c'est très rare qu'il y ait des juristes impliqués dans le développement de quoi que ce soit. Donc, déjà, on n'a que des développeurs qui vont soit essayer d'interpréter des règles de droit, soit tout simplement ignorer des règles de droit et créer leurs propres règles. Et une fois que le système a été déployé, dans ce cas, seulement dans ce cas, je pense qu'on peut dire que l'humain sort. Il était là au début, mais il sort, puisque une intervention humaine n'est plus possible a posteriori. Ouais. Moi, je voulais juste ajouter sur Parcoursup, on a au départ à la fac de gens qui voulaient mettre des critères, mettre des bonus par exemple pour certains lycées, d'autres qui étaient opposés. Donc effectivement, il y a eu des luttes au départ dans lesquelles moi je ne suis pas rentré, mais des conflits de vision du monde évidemment, et qui donnent l'avantage. Mais on le voyait bien en creux dans ce que disait Lucie, c'est-à-dire ça peut donner un avantage, effectivement, plus de pouvoir à certaines entreprises, éventuellement, qui, par intermédiaire de droits de propriété intellectuelle ou de contrats, arrivent à imposer certaines choses à la puissance publique qui sont éminemment politiques. Et puis, à l'intérieur de l'administration, favoriser, évidemment, les groupes qui maîtrisent ou ceux qui s'impliquent pour mettre en place l'algorithme. Oui, merci. Moi, j'avais une question et en fait, elle est peut-être un petit peu transversale. En fait, dans ces différentes interventions, il y a pas mal de points communs et en fait, aussi dans les questions qui ont été données, que ce soit dans les algorithmes, l'intelligence artificielle administrative ou Linky, en fait, il y a ce recours aux techniques, aux nouvelles technologies qui posent quand même pas mal de questions en termes de confiance des citoyens. C'est un peu un dénominateur commun, j'ai l'impression, à ces quatre interventions. Et en fait, dans le contexte actuel de remise en cause de la parole de l'expert, de la remise en cause de la science, même des technologies, est-ce que cette déshumanisation à humanisation, je ne sais pas comment vous l'appelez, en fait, est-ce qu'elle n'est pas à même encore d'augmenter le manque de confiance dans le pouvoir public, dans les pouvoirs publics et avec des fins d'efficacité? C'est un peu ça, j'ai l'impression, la difficulté principale. Je ne sais pas comment vous voulez réagir à ça. Non, sur cette question, il y a toujours eu, je pense, une contradiction sur le rapport à la technologie des individus. C'est-à-dire que, par exemple, l'utilisation des réseaux sociaux montre bien que parce qu'on a un objet en quelque sorte ludique, on va avoir aucun souci à utiliser la technologie, quitte à ce que notre consentement soit faussé pour fournir des données en échange d'un service, etc., etc. Alors que concrètement, quand il s'agit de rationaliser la consommation d'énergie et d'électricité, là, on va être tout de suite dans une position de défiance. Pareil, sur les questions de sécurité, c'est un exemple que j'aime bien donner, c'est la question de Facebook. En fait, Facebook est apparu en gros 6 mois après un fichier qui avait fait un tollé à l'époque, qui était le fichier Edwige. Alors que pourtant, c'est 15 fois pire. Donc, en soi, oui, enfin, je n'apporte pas vraiment d'éléments nouveaux. Voilà, mais c'est pour dire que oui, je suis d'accord avec toi. Après, je sais pas comment l'expliquer mieux que ça, en tout cas, pour le moment. Si quelqu'un veut bien m'aider.
Moi, je répondrais en disant que en fait, la technologie, on va l'implémenter souvent, en tout cas dans la narrative, qu'on ne fait pas confiance aux humains. Donc, que ce soit les juges qui ont des biais, que ce soit les fonctionnaires qui vont faire des bêtises, etc. Et donc, on veut créer une forme de garantie technologique qui va être plus neutre, qui va être plus transparente, qui va être plus automatisée. Et donc, il y a une forme il y a plusieurs... la confiance peut porter sur plusieurs sujets. Donc, il y a la question de est-ce qu'on fait confiance aux humains qui sont impliqués au sein de ces institutions, et on ne peut pas leur faire 100% confiance, sinon ça devient un pouvoir arbitraire. Et donc, on veut créer des garanties. Et ces garanties peuvent être des garanties juridiques ou peuvent être des garanties technologiques. Le problème, c'est que lorsqu'on a des garanties juridiques, on reste dans le monde de l'humain, et donc on utilise des humains pour contrôler des humains, alors que lorsqu'on rentre dans des garanties technologiques, on sort du registre des humains, en tout cas partiellement, et donc on utilise la technique pour contrôler les humains, ce qui peut augmenter la confiance dans un certain égard. Le problème, c'est que la nouvelle question se pose, est-ce qu'on fait confiance à la technologie? Et lorsqu'on a un système technologique qui, lui, est difficile à surveiller, l'idée, c'est si on crée un système de la même façon qu'on utilise des humains pour surveiller des humains, on voudrait pouvoir utiliser la technologie pour surveiller les humains, mais il faut aussi des humains qui sont capables de surveiller cette technologie. Et le problème, c'est que dans les systèmes experts, on peut. Dans les systèmes machine learning, c'est compliqué. Dans les systèmes la blockchain, on peut, mais on ne peut pas intervenir. Et donc, en fait, on déplace la confiance, on la déplace de chez les humains vers la technologie, mais il y a quand même un manque de confiance. Et c'est une typologie, c'est une qualité différente de ce manque de confiance. Et donc, la grande question, c'est est-ce qu'on peut avoir un système justement hybride où on trouve des façons technologiques pour diminuer le besoin de confiance ou pour améliorer la neutralité, tout en redonnant une place à l'humain qui va surveiller, contrôler et superviser ces technologies à intervenir si justement on ne leur fait plus confiance.